Après avoir vendu ma société pour 20 millions d'euros, mon avocat a exigé que j'appelle mes parents pour leur annoncer que j'avais tout perdu. Leur réaction impitoyable a révélé un effroyable secret de famille qui a bouleversé toute ma réalité. Lorsque j'ai finalisé la vente de mon entreprise pour 20 millions de dollars, j'ai cru avoir enfin acquis la seule chose qui m'avait toujours manqué, la paix. Mais mon avocat n'a ni versé de champagne, ni me félicité. Il s'est juste penché par-dessus le bureau avec une expression impassible et m'a donné une seule instruction glaçante. « Appelez vos parents », a-t-il dit. « Dites-leur que vous avez tout perdu. » Je m'appelle Aveline Dubois. À 34 ans, j'avais enfin réussi à atteindre le sommet. Pendant 8 ans, j'ai vécu de café froid, de barres protéinées rancies, et d'un besoin ardent et incessant de prouver mon existence. Horizon Logistique, la société de logiciels d'optimisation des transports que j'ai bâtie depuis un appartement exigu et non chauffé à Rennes, n'était plus seulement une start-up en difficulté. C'était un perturbateur industriel. J'ai conçu des algorithmes qui réacheminaient les lignes de fret nationales en quelques millisecondes, faisant économiser des milliards d'euros par an aux géants de la logistique. J'ai bâti un empire basé sur la pure logique et l'efficacité, car les émotions humaines se sont toujours révélées trop volatiles pour être dignes de confiance. Et plus tôt dans la journée, j'avais vendu ma participation majoritaire pour 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Quand j'ai vu le transfert équivalent à 9 chiffres arriver sur mes comptes privés, j'aurais dû me sentir libéré. J'aurais dû avoir l'impression que le fantôme de mon passé était enfin mis au repos. Mais sous le vernis poli d'une nouvelle multimillionnaire, une vieille faim pathétique rongeait mon estomac. Je ne voulais pas seulement l'argent. Je voulais cet appel téléphonique. Je voulais que mes parents regardent la fille qu'ils avaient passé leur vie à étiqueter comme trop têtue, trop difficile et trop déconnectée de la réalité, et qu'ils admettent enfin que j'étais la personne la plus accomplie à avoir jamais porté le nom Dubois. Mes parents, Gaspard et Charlotte Dubois, vivaient dans un monde de réception dans les jardins savoyards et de jugements silencieux. Pour eux, ma carrière était une rébellion humiliante. Aujourd'hui, je voulais qu'ils étouffent sur leur rejet passé. Au lieu de faire sauter du champagne ou de célébrer ma victoire, je me suis retrouvé assise en face de mon avocat privé, Noël Leclerc. La climatisation de son bureau en hauteur émettait un bourdonnement bas et stérile, parfaitement adapté à l'esthétique austère de verre et d'acier qui nous entourait. Noël n'était pas un homme qui souriait souvent, mais aujourd'hui, son attitude était remarquablement sombre pour quelqu'un qui venait d'orchestrer une acquisition d'entreprise massive. Il était assis, les mains jointes en steeple, fixant un épais dossier de couleur Havane qui n'avait absolument rien à voir avec Horizon Logistique. « Nous avons un problème, Aveline », a dit Noël. Sa voix était plate, complètement dépourvue du ton de célébration auquel je m'attendais. Je me suis penché en arrière dans le lourd fauteuil en cuir, croisant les bras défensivement. L'argent est versé, Noël, l'encre est sèche. Il ne reste plus de problème. Pas avec la vente, a-t-il répondu, faisant glisser le dossier sur le bureau en acajou poli. Avec votre famille. Plus précisément, avec la succession de votre grand-mère décédée, Jeanne Mercier-Dubois. J'ai fixé le dossier sans prétention. Ma grand-mère était décédée 12 ans plus tôt, laissant derrière elle ce que mes parents décrivaient toujours comme un désordre modeste et enchevêtré d'actifs obsolètes qui couvraient à peine leurs propres impôts fonciers. Je n'y avais jamais prêté attention. Mes parents s'occupaient de tout. Ils s'assuraient que je reste loin de la logistique juridique, invoquant mon manque de sens des affaires traditionnelles ou une ironie qui avait un goût particulièrement amer aujourd'hui. Qu'en est-il ? Ai-je demandé, mon rythme cardiaque s'accélérant malgré mon air d'indifférence feinte. Noël a ouvert la couverture, révélant des piles de documents juridiques surlignés, des impressions du registre des sociétés et des états financiers. Lors de l'examen approfondi standard de la responsabilité pour l'acquisition, j'ai repéré une série de dépôts hautement irréguliers attachés à votre nom. Vos parents exécutent des manœuvres juridiques obscures depuis des années. Ils vous cachent quelque chose, Aveline. Quelque chose de bien plus substantiel qu'un héritage modeste standard. J'ai parcouru les documents, mais le jargon juridique dense se brouillait devant mes yeux. Cacher quoi? Ils ont toujours dit que la succession était pratiquement en difficulté. Ils ont menti, a dit Noël simplement. Il a claqué le dossier. Il n'a pas donné d'explication supplémentaire, et je le connaissais assez bien pour comprendre qu'il retenait les détails pour une raison précise. Noël était un maître stratège. Il ne révélait jamais toutes ses cartes tant qu'il ne savait pas exactement comment l'opposition jouerait les siennes.
J'ai besoin que vous fassiez exactement une chose ce soir, a poursuivi Noël. Se penchant en avant, ses yeux étaient froids et intensément calculatoires. Vous allez appeler vos parents. Vous allez leur dire que vous avez perdu les 20 millions d'euros. J'ai cligné des yeux, certaine que l'épuisement de la semaine me faisait halluciner. Pardon ? Vous leur direz qu'en raison d'un système de fraude par virement international sophistiqué, les comptes post-vente ont été vidés, vous êtes complètement ruiné, sans un sou. Ensuite, vous cesserez de parler et observerez silencieusement qui réagit en premier, et exactement comment ils réagissent. Un rire nerveux et haletant m'a échappé. La demande était absurde. Elle était théâtrale et complètement dérangée. Noël, je ne vais pas appeler ma mère pour jouer à un jeu psychologique tordu juste parce que vous avez trouvé un dépôt fiscal bizarre. Ce n'est pas un jeu, a dit Noël, sa voix baissant d'une octave, frappant l'air avec une certitude absolue. Et je ne teste pas ma chance, je tends un piège. Si j'ai raison sur ce qu'il y a dans ces fichiers, votre ruine financière soudaine forcera leurs mains. Ils paniqueront. Et les gens qui paniquent font des erreurs. Je l'ai fixé. La pure conviction dans sa posture me donnait la chair de poule. Il ne devinait pas. Il savait quelque chose d'horrible. Et il avait besoin que je le voie par moi-même avant de dévoiler les preuves. Le silence dans le bureau s'est étiré, épais et suffocant. Finalement, avec des mains qui semblaient anormalement lourdes, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Je me suis approché de la fenêtre du sol au plafond, regardant la circulation de Rennes s'écouler comme des rivières de lumière en contrebas. Je devais agir. Je devais incarner l'échec catastrophique que j'étais censé devenir. J'ai composé le numéro de ma mère. Le téléphone a sonné 3 fois. À chaque sonnerie, je me concentrais sur ma respiration, forçant ma poitrine à se soulever, laissant le stress et l'isolement des 8 dernières années monter dans ma gorge pour imiter une véritable dépression nerveuse. Aveline, Charlotte Dubois a répondu. Sa voix était nette, coupée, portant cette nuance familière d'impatience perpétuelle qu'elle me réservait toujours exclusivement. Maman, ai-je sangloté. J'ai laissé ma voix se briser, produisant un murmure contrôlé et tremblant qui sonnait terrifiant de réalisme même à mes propres oreilles. Maman, c'est parti. L'argent, ai-je sangloté, serrant le verre froid de la fenêtre si fort que mes jointures sont devenues blanches. L'argent de la vente. Les 20 millions. J'ai cliqué sur un lien de vérification de l'agence de séquestre, mais c'était un portail usurpé. C'était une escroquerie de routage international. Les comptes sont complètement vidés. La banque dit que les fonds ont été transférés à l'étranger en quelques minutes. Maman, je n'ai rien. Je suis complètement ruiné. Je me suis arrêté de parler. J'ai retenu mon souffle, attendant que l'instinct maternel prenne le dessus. J'ai attendu le halètement d'horreur, la panique immédiate pour mon bien-être, la réassurance que je pouvais rentrer à la maison, que nous engagerions les meilleurs enquêteurs, que ma vie n'était pas finie. J'ai attendu que ma mère soit une mère. Le silence au téléphone était absolu. Il s'est étiré pendant 5 secondes, 10 secondes. J'ai pu entendre le léger cliquetis de la glace dans un verre en arrière-plan. Ma mère buvait son bourbon du soir. Elle était complètement, entièrement calme. Quand Charlotte a finalement parlé, son ton était entièrement dénué d'émotion. Il n'y avait pas de choc. Il n'y avait pas de pitié. Il n'y avait qu'une urgence clinique et glaçante. Y a-t-il une chance de récupérer l'argent? Ou est-il complètement parti? Les mots m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. La température de la pièce a semblé chuter en dessous de 0. Elle n'a pas demandé si j'étais en sécurité. Elle n'a pas demandé si je tenais le coup. Sa seule préoccupation était le statut légal définitif de ma faillite. Il est parti, maman, ai-je murmuré, et cette fois, la dévastation creuse dans ma voix était entièrement sincère. La division cyber dit que la chance de récupération est de 0%. J'ai tout perdu. Je vois, a dit Charlotte sèchement, passant à un mode terrifiant et administratif. Elle a raccroché. La ligne est devenue morte. J'ai baissé le téléphone, fixant l'écran noir. Une sueur froide a éclaté sur ma nuque. Toute ma vie, j'avais cru que leur distance émotionnelle n'était qu'un trait de personnalité, un stoïcisme sudiste strict, mais cette réaction n'était pas stoïque. C'était une panique calculée. C'était la réaction de quelqu'un dont le propre ordre du jour caché venait d'être violemment perturbé par mon échec soudain et spectaculaire.
Noël me regardait depuis son bureau, son expression inchangée. Il n'a offert aucune platitude vide ou fausse sympathie. Il savait exactement ce qui venait de se passer. Je me suis levé, incroyablement instable sur mes pieds, comme si le sol solide que j'avais passé une décennie à construire venait de disparaître sous moi. Les 20 millions d'euros sur mon compte bancaire ne pouvaient pas me protéger de la réalisation que j'étais entièrement seul au monde. J'ai quitté le bureau de Noël sans dire un autre mot. Le chemin du retour vers mon Penthouse vide était un flou de lampadaires au néon et de phares aveuglants. Je me sentais vidé, éviscéré par une trahison que je ne pouvais pas encore nommer entièrement. Je suis entré dans mon appartement sombre, sans prendre la peine d'allumer les lumières. Je me suis assise sur le bord de mon lit, regardant le panorama de la ville, les tours scintillantes représentant un monde que j'avais conquis mais une victoire que je n'avais personne avec qui partager. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Une vibration forte et stridente qui a coupé le silence mort de la pièce. Je me suis penché et l'ai ramassé. C'était un seul message texte de Noël. Il n'y avait aucun conseil juridique. Il n'y avait aucune réassurance réconfortante. Il n'y avait qu'une seule phrase terrifiante briller dans la lumière blanche crue de l'écran. Ne dormez pas. Demain matin, vous verrez leur vrai visage. J'ai fixé le texte de Noël pendant exactement 9 minutes. L'horloge numérique sur ma table de nuit est passée à 23h45, projetant une lueur rouge dure contre les meubles en acajou foncé de ma chambre. Je n'avais pas bougé d'un pouce. Ma respiration était superficielle, piégée quelque part en haut de ma poitrine. Noël m'avait dit de ne pas dormir. Mais dormir était une impossibilité biologique à ce moment-là. Le silence de mon Penthouse à Rennes était absolu. Assez épais pour se noyer. Puis, à 23h54 précise. Le silence s'est brisé. Mon téléphone n'a pas seulement sonné. Il a éclaté. Ce fut une agression numérique violente et synchronisée qui a fait vibrer l'appareil dans ma paume comme un insecte mourant. L'écran s'est illuminé d'un blanc aveuglant, éclairant la pièce sombre. Je me suis préparé, m'attendant à la panique maternelle retardée de ma mère, peut-être à une rétractation frénétique, à une réalisation soudaine que ma fille venait de tout perdre. Au lieu de cela, l'écran de verrouillage affichait une succession rapide de noms qui ont glacé mon sang dans mes veines. Gaspard Dubois, Maxime Dubois, tante Hélène, oncle Robert. Hélène et Robert ne m'avaient pas envoyé un seul message depuis 6 ans. Pas lorsqu'Horizon Logistique a atteint son premier million de revenus. Pas lorsque j'ai fait la couverture d'un grand magazine technologique. Pas même pour mon 30e anniversaire. Mais ce soir, dans les 10 minutes suivant ma ruine financière mise en scène, ils étaient soudainement dans ma boîte de réception. J'ai ignoré leurs notifications. Mon pouce planait au-dessus du message de mon père. Gaspard Dubois était un homme de peu de mots, et chacun d'eux était conçu pour contrôler la température de la pièce. Il n'a pas appelé. Un appel téléphonique signifiait faire face à une variable humaine imprévisible, et mon père méprisait les variables. J'ai appuyé sur son nom. Le texte faisait 3 phrases. Il n'y avait pas de salutation. Il n'y avait aucune question sur mon état mental. Ne parle à personne en dehors de la famille à ce sujet. Reviens à la Baule demain matin immédiatement. Il y a des papiers à signer. J'ai relu les mots, puis une 3e fois. Il y a des papiers à signer. J'ai appuyé ma main libre contre mon front, essayant de forcer manuellement mon cerveau à traiter la logique. Si ma mère lui avait dit que j'étais complètement ruiné, victime d'une escroquerie de routage international dévastatrice, quel papier concevable exigerait ma présence physique immédiate en Loire-Atlantique? J'étais en faillite à leurs yeux. On ne demande pas à une femme en faillite de signer des documents à moins que sa signature n'ait une valeur complètement indépendante de son compte bancaire. Avant que je puisse décortiquer le commandement bizarre de mon père. Un autre message a surgi au sommet de l'écran. C'était de mon frère cadet. Maxime. Maxime était l'enfant d'or de la famille Dubois. Tandis que j'étais la fille têtue qui était partie écrire du code de chaîne d'approvisionnement, Maxime était resté à la Baule, portant des costumes en lin sur mesure et jouant le rôle d'un promoteur d'hôtel-boutique. Il était imprudent, charmant et historiquement terrible pour gérer l'argent, pourtant mes parents traitaient chacun de ses échecs comme un coup de malchance temporaire. Son message est arrivé dans un bloc de texte frénétique et ininterrompu. Ne fais pas de scène avec la presse ou les acheteurs. Garde ta bouche fermée, Aveline. Cela doit être géré en interne avant que cela n'affecte les autres actifs.
Prends le premier vol pour descendre ici. J'ai cessé de respirer. Mes yeux se sont fixés sur 3 mots spécifiques au milieu de son monologue paniqué. Les autres actifs. Je me suis levé brusquement, le téléphone m'échappant des mains et tombant sur le parquet avec un craquement net. Je n'ai pas pris la peine de le ramasser immédiatement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du sol au plafond et j'ai pressé mes paumes contre le verre froid. Les autres actifs. Pendant 34 ans, le seul actif familial dont j'avais été consciente était la ferme délabrée et lourdement hypothéquée que ma grand-mère avait laissée derrière elle. Mes parents s'en plaignaient sans cesse à chaque dîner de Thanksgiving auquel j'avais daigné assister. Ils en parlaient comme d'un fardeau, un tas inutile de bois pourrissant et de terre en dépréciation qu'ils géraient gracieusement par pur devoir familial. Je n'avais aucun lien avec une autre propriété. Je ne détenais aucune part dans les hôtels de Maxime. J'étais complètement financièrement indépendante du nom du bois. Alors, quels actifs ma faillite pourrait-elle affecter? Le poids suffocant de l'avertissement de Noël m'a finalement écrasé. Il vous cache quelque chose, Aveline. J'ai ramassé mon téléphone sur le sol. L'écran n'était pas fissuré. Une petite miséricorde. Je n'ai répondu à Gaspard. Je n'ai pas répondu à Maxime. Je me suis assise dans le noir. Regardant les heures passées. Minuit s'est transformé en 1 heure du matin. Puis 2. Mon esprit a parcouru chaque interaction que j'avais eue avec mes parents concernant l'argent. La façon dont ils évitaient agressivement la conversation sur la succession de ma grand-mère. La façon dont ils insistaient pour gérer mes premières déclarations de revenus avant que j'engage mon propre cabinet. La façon dont ils me faisaient toujours sentir comme une étrangère dans ma propre lignée, me gardant juste assez distante pour maintenir le contrôle, mais assez proche pour surveiller mes mouvements. À près de 3 heures du matin, le téléphone a vibré une dernière fois. L'épuisement tirant sur mes paupières a disparu instantanément. La notification provenait de Delphine Royer, ma cousine maternelle. Delphine était une observatrice silencieuse, une fille discrète qui se fondait généralement dans le décor lors des réunions de famille. Elle ne prenait jamais parti, principalement parce que personne ne lui demandait jamais de le faire. Il n'y avait pas de texte joint à son message. C'était juste un seul fichier image, une capture d'écran. J'ai ouvert l'image. Mes mains ont commencé à trembler, un fin tremblement incontrôlable qui irradiait de mes poignets jusqu'à mes épaules. C'était une capture d'écran d'un chat de groupe sur une application de messagerie sécurisée. Le chat était intitulé « Gestion fiduciaire du bois ». Je regardais une pièce numérique contenant mon père, ma mère, mon frère et le comptable de la famille. Une pièce à laquelle je n'avais jamais été invité. Une pièce dont je n'étais jamais censé savoir l'existence. En haut de l'écran capturé, un message de ma mère, Charlotte, était assis comme un pistolet chargé. Elle est complètement ruinée. C'est la seule chance d'obtenir sa signature avant la clôture de l'affaire de la Rive. Gaspard, dis-lui de rentrer. Directement en dessous, Maxime avait répondu moins d'1 minute plus tard. Jouer la carte de la sympathie. Si elle est vraiment ruinée, elle signera n'importe quoi tant qu'elle pense être sauvée. Nous avons juste besoin de son nom sur la main levée. J'ai fixé les pixels lumineux jusqu'à ce qu'ils me brûlent la rétine. La nausée m'a frappé si fort et si vite que j'ai dû coller une main sur ma bouche pour éviter de gâcher. La pièce a tourné. Les bornettes de mes meubles coûteux se brouillant en formes insignifiantes. L'affaire de la Rive. J'ai lu les 3 mots encore et encore. Mon cerveau, entraîné à analyser les données et à trouver des schémas, a violemment réassemblé la réalité de toute mon existence en l'espace de 30 secondes. Le deuil profond et creux que j'avais ressenti quelques heures plus tôt dans le bureau de Noël s'est évaporé, remplacé par une clarté froide et terrifiante. Le choc n'était plus que mes parents aient cru à ma ruine totale si rapidement et sans la moindre empathie. Le choc était la réalisation horrible de la raison pour laquelle ils étaient si désireux de le croire. Ils ne paniquaient pas parce que j'étais en danger. Ils paniquaient parce qu'une transaction immobilière de plusieurs millions d'euros impliquant une Rive dont je ne savais absolument rien était en jeu, et que, d'une manière ou d'une autre, mon nom était la seule clé pour la débloquer. Les mots de Maxime résonnaient dans la pièce sombre. Elle signera n'importe quoi tant qu'elle pense être sauvée. Il pensait que je saignais à mort sur le sol, et au lieu d'appeler une ambulance, il se précipitait pour récolter mes organes avant que mon cœur ne cesse de battre. Ils avaient besoin de ma désespérance. Ils avaient besoin de moi brisé, humilié et terrifié par l'avenir,
pour que je leur remette aveuglément tout empire caché qu'ils construisaient derrière mon dos. Le tremblement de mes mains s'est arrêté. La sueur froide a séché sur ma peau. J'ai fermé l'image et ouvert une nouvelle fenêtre de message vers Noël Leclerc. Je n'ai pas tapé un paragraphe. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai tapé exactement 4 mots. Je rentre à la maison. J'ai verrouillé l'écran et jeté le téléphone sur le lit. Je suis allé dans mon immense dressing sur mesure et j'ai tiré un sac de nuit élégant en cuir. J'ai commencé à faire mes valises précisément, méthodiquement. Un pantalon tailleur, un blazer anthracite, une blouse en soie blanche et nette, le genre de vêtements que l'on porte lorsqu'on est sur le point de démanteler une société. Ou une famille. Noël avait raison. Ce n'était pas un jeu, et il ne testait pas ma chance. Il m'avait tendu un scalpel et m'avait forcé à ouvrir le ventre pourrissant de l'héritage du bois. Il voulait que je revienne à la Baule une échec brisé et sans un sou, prête à mendier des miettes à la table familiale. Il voulait la fille qu'ils avaient passé des décennies à essayer de réduire à la soumission. J'ai zippé le sac en cuir, le bruit anormalement fort dans l'appartement silencieux. Je n'étais pas la fille naïve qui avait quitté la Bretagne 8 ans plus tôt. J'étais l'architecte d'Horizon Logistique. Je savais comment cartographier un système, identifier les vulnérabilités structurelles et exécuter une réinitialisation totale du système. Mes parents avaient passé ma vie à me traiter comme un passif. En quelques heures, ils allaient découvrir ce qui se passe lorsque le passif décide d'auditer le grand livre. Le soleil venait à peine de percer l'horizon de Rennes lorsque j'ai poussé les lourdes portes vitrées du cabinet juridique. Il était 6h15 du matin, mais l'air à l'intérieur était déjà chargé de l'énergie stérile et hyper concentrée d'une salle de guerre. L'épuisement des dernières 24 heures pesait lourd dans mes os. Pourtant, mon esprit vibrait d'une clarté dangereuse et tranchante. J'ai contourné le bureau d'accueil vide et je suis allé directement dans le bureau privé. Noël m'attendait déjà. Il se tenait près d'une immense table de conférence en acajou. Sa veste de costume était jetée sur une chaise. Les manches retroussées jusqu'au coude. La surface de la table n'était plus vide. Elle était entièrement recouverte de plans d'architectes, de registres fiscaux de comtés et d'épais classeurs remplis de documents juridiques denses. « Asseyez-vous » a-t-il ordonné, sa voix dépourvue de toute politesse matinale conventionnelle. Il a poussé une tasse de café noir fumant sur le bois poli. Je me suis assise, mes yeux parcourant l'étalage chaotique de documents. « Dites-moi ce que vous avez trouvé. Dites-moi exactement ce que ma famille a fait pendant que je construisais mon entreprise. » Noël s'est penché en avant, posant ses mains à plat sur la table. Pendant des décennies, vos parents ont maintenu un récit très spécifique sur la succession de votre grand-mère. Ils l'ont dépeinte comme un fardeau financier, une ferme délabrée et quelques acres de boue inutiles et fuyantes. Vous les avez crus parce qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Ils se plaignaient des impôts fonciers à chaque dîner de vacances. Ils ont dit que maintenir la succession à flot était un sacrifice familial, ai-je répondu, ma voix se resserrant. C'était un cours de maître en fausse piste, a corrigé Noël vivement. Il a tapoté un épais dossier relié en cuir reposant au centre de la table. Votre grand-mère, Jeanne, n'a pas seulement laissé une ferme. Elle a établi une entité juridique hautement isolée appelée la fiducie de préservation Mercier. Vos parents sont les cofiduciaires actuels. Mais les actifs au sein de cette fiducie ne sont pas résidentiels. Ils sont commerciaux. Et ils sont massifs. Il a fait glisser une grande carte déroulée sur la table. C'était un relevé topographique de Rennes. Noël a pris un marqueur rouge et a encerclé une vaste section de terre s'étendant directement le long de l'eau. La fiducie est propriétaire d'un complexe de vieux entrepôts frigorifiques, une vaste étendue de terrains riverains non développés, et surtout, des droits d'accès exclusifs à une voie ferrée commerciale dormante, a expliqué Noël, ses yeux se fixant sur moi. J'ai fixé le cercle rouge, sentant l'air s'amenuiser dans mes poumons. En tant que fondateur d'une société d'optimisation des transports, je n'avais pas besoin d'un analyste pour traduire ce que je voyais. Dans l'industrie moderne de la chaîne d'approvisionnement, un terrain riverain directement connecté à une ligne de chemin de fer n'était pas seulement un terrain, c'était le saint graal de la logistique. Avec le boom actuel du commerce électronique et de l'expédition mondiale, cette combinaison spécifique d'infrastructures valait une somme d'argent astronomique. Il possède ça, ai-je chuchoté, mon esprit luttant pour aligner mes parents, qui prétendent à peine comprendre la technologie moderne, avec un empire commercial. La fiducie le possède, a corrigé Noël doucement.
Et pendant des années, elle est restée dormante. Mais au cours des 8 derniers mois, la ville de Rennes a approuvé un projet de redéveloppement privé massif de plusieurs milliards d'euros pour ce secteur exact de la rive. Les promoteurs ont besoin de la terre Mercier pour connecter leur nouveau centre d'expédition au réseau ferroviaire national. Sans cette parcelle spécifique, l'ensemble du réseau logistique de leur projet se bloque. Noël a commencé à feuilleter les classeurs, révélant des pages de documents d'entreprise fraîchement estampillés. Dès que ce projet de redéveloppement a été approuvé, la valeur de la fiducie a monté en flèche. Soudain, vos parents se sont retrouvés assis sur une véritable mine d'or. J'ai suivi un flot d'activités juridiques soudain et frénétique commençant au début de l'année. Ils se préparaient discrètement à transférer le terrain, rédigeant des hypothèques commerciales massives et restructurant agressivement la fiducie en une série de sociétés écrans. Donc, ils encaissent, ai-je dit, un goût amer montant au fond de ma gorge. Ils vendent le terrain derrière mon dos et empochent le coup de pouce. Ils essaient, a rétorqué Noël, tapotant son doigt contre un paragraphe spécifique et surligné d'un contrat juridique dense. Mais ils se sont heurtés à un mur. Dans chaque dépôt récent, dans chaque brouillon de l'accord de vente avec les promoteurs, les sociétés de titres ont signalé une divergence majeure. Les transactions ne peuvent pas être légalement exécutées par les cofiduciaires seuls. Il a tourné le document pour que je puisse lire le texte surligné. Votre grand-mère était une femme très paranoïaque et très intelligente, a poursuivi Noël doucement. Je l'ai regardé, mon cœur battant violemment contre mes côtes. Moi. Vous, a confirmé Noël. Vous êtes le bénéficiaire spécial. Vos parents ne peuvent pas vendre la rive. Ils ne peuvent pas tirer parti des droits ferroviaires. Ils ne peuvent toucher ni un seul centime de cet argent de nouveau développement, à moins que vous ne signiez une renonciation complète renonçant à vos droits fondamentaux sur la fiducie. La sensation physique de nausée m'a envahi si intensément que j'ai dû serrer les bords de la table pour m'ancrer. La pièce semblait pencher. Chaque souvenir que j'avais de mon enfance, de ma relation douloureusement tendue avec ma mère et mon père, se déchirait violemment et se réorganisait en une nouvelle image terrifiante. Ils ne me l'ont jamais dit, ai-je respiré, la réalisation me traversant comme une lame physique. Ils ont passé toute ma vie à me dire que j'étais inutile avec l'argent. Ils se sont moqués de mon intérêt pour la logistique. Ils m'ont repoussé chaque fois que j'ai essayé de poser des questions sur les finances de la famille. Parce que l'ignorance était leur plus grande arme, a dit Noël, sa voix tombant en un bourdonnement bas et régulier. Si vous saviez ce que vous possédiez, vous poseriez des questions. Si vous compreniez la valeur du terrain, vous exigeriez un audit. Toute leur dynamique avec vous, la dévalorisation, la distance émotionnelle, la critique constante, n'était pas seulement une mauvaise parentalité. C'était une stratégie juridique calculée à long terme pour vous garder aussi loin que possible des papiers. J'ai fermé les yeux. La trahison était si absolue, si structurellement parfaite, que j'avais l'impression de me noyer dans l'eau glacée. Ils n'ont pas seulement échoué à m'aimer. Ils ont militarisé mon désir de leur approbation. Ils m'ont gardé affamé d'affection, pour qu'au moment venu, je sois assez faible pour céder tout ce qu'ils exigeraient. Et maintenant, a dit Noël, traversant la sonnerie dans mes oreilles, vous venez de leur donner l'occasion parfaite. Ils pensent que vous avez perdu 20 millions d'euros. Ils pensent que vous êtes brisé, humilié et désespéré pour une bouée de sauvetage. Ils vont vous tendre une embuscade dès que vous franchirez la porte de cette ferme. Ils présenteront la renonciation comme un mal nécessaire pour vous protéger de la responsabilité ou vous offriront une infime fraction du paiement comme un faux paquet de sauvetage. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un petit objet noir, élégant, pas plus grand qu'une clé USB standard. Il l'a fait glisser sur la table vers moi. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Ma voix à peine un murmure. Un enregistreur audio numérique haute fidélité, a répondu Noël. La Bretagne opère selon une loi de consentement d'une seule partie pour l'enregistrement des conversations. Tant que vous participez activement au dialogue, vous n'avez pas besoin de leur permission pour enregistrer chacun de leurs mots dans cette maison. J'ai ramassé l'appareil. Il semblait anormalement lourd pour sa taille. Noël a secoué la tête, son expression se durcissant en quelque chose de complètement impitoyable. Parce que les traces papier peuvent être contestées devant le tribunal. Les sociétés écrans peuvent être accusées de mauvais conseillers financiers. Si je vous montre toute la profondeur de leur fraude maintenant, vous entrerez dans cette maison avec la colère froide et calculée d'un PDG. Je ne veux pas du PDG. J'ai besoin de la fille.
Je les regardais, comprenant lentement le sens de la stratégie de Noël. Ils ont besoin de croire à l'illusion, a expliqué Noël. Ils ont besoin de voir la femme dévastée et au cœur brisé qu'ils pensent avoir créée. Votre choc, votre confusion, votre chagrin. Cela doit être complètement authentique. S'ils sentent ne serait-ce qu'un faible pourcentage de suspicion de votre part, ils se refermeront, détruiront les brouillons et changeront leur stratégie. J'ai besoin qu'ils soient arrogants. J'ai besoin qu'ils expliquent le piège à voix haute pendant que l'enregistreur tourne. Une fois qu'ils auront engagé leur extorsion sur bande, j'aurai suffisamment de levier non seulement pour arrêter la vente, mais pour démanteler tout leur contrôle sur la fiducie. J'ai regardé l'enregistreur dans ma paume. L'idée d'entrer dans ma maison d'enfance, sachant qu'il me regardait non pas comme un enfant à réconforter, mais comme une cible à liquider, me donnait l'impression de me préparer à marcher dans un bâtiment en feu. Je me suis levé, glissant l'enregistreur dans la poche intérieure de mon blazer. J'ai ramassé mon sac à main, la sangle en cuir pesant comme un poids de plomb sur mon épaule. Je pars pour la Baule maintenant, ai-je dit, ma voix perdant enfin son tremblement, remplacée par un calme froid et creux. Noël a contourné la table, s'arrêtant à quelques pas de moi. La distance clinique et stratégique qu'il maintenait habituellement a chuté pendant une fraction de seconde. Il m'a regardé avec une intensité profonde et sévère. « Aveline » a dit Noël, sa voix perçant le calme du bureau. « Lorsque vous entrerez dans cette maison, rappelez-vous exactement pourquoi vous êtes là. Ne cherchez pas d'excuses. Ne cherchez pas de malentendus. Si elles sont plus désireuses d'obtenir votre signature, alors elles sont dévastées par votre souffrance. Vous devez accepter la réalité. » Il a fait une pause, laissant le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce que les mots frappent avec la force d'un bloc d'exécution. Vous n'avez jamais été une fille à leurs yeux. Vous êtes un obstacle. L'allée de gravier a crissé sous les pneus de ma voiture de location, un son dur et grinçant qui a brisé l'humidité lourde de la Savoie. Je me suis garé devant la ferme. Pendant toute ma vie, cette structure de 2 étages avec sa peinture blanche écaillée et son porche enveloppant affaissé était l'incarnation physique du prétendu martyr financier de mes parents. Aujourd'hui, cela ressemblait exactement à ce que c'était. Un décor de théâtre. Je suis monté sur le porche, les planches de bois gémissant sous mon poids, et j'ai poussé la lourde porte d'entrée en chaîne. La transition de la chaleur étouffante de la Bretagne à l'intérieur fortement climatisé a fait picoter ma peau. J'ai marché vers la salle à manger formelle, les semelles de mes chaussures résonnant dans le couloir tranquille. Alors que je franchissais le seuil, mon estomac s'est effondré. Noël m'avait prévenu, mais voir le piège parfaitement dressé dans ma maison d'enfance était un coup viscéral. Ce n'était pas un rassemblement familial pour pleurer une perte dévastatrice. C'était un tribunal d'entreprise déguisé en intervention. La table à manger antique en acajou était débarrassée de son centre de table décoratif habituel. À sa place se trouvaient des piles précises de documents juridiques, 2 stylos plumes coûteux, une carafe de cristal d'eau glacée et 4 serviettes en lin fortement amidonnées. Mon père, Gaspard, était assis à la tête de la table, portant un costume bleu marine pressé. Ma mère, Charlotte, se tenait près de la fenêtre, sa posture rigide. Assis maladroitement à la droite de Gaspard se trouvait un homme que j'ai immédiatement reconnu comme étant le comptable de longue date de la famille. Un homme chauve et nerveux qui agrippait sa mallette comme un bouclier. Ma mère a traversé la pièce dès que je suis apparu. Elle n'a offert aucune parole de réconfort. Elle a enroulé ses bras autour de mes épaules dans une étreinte raide et sans effusion de sang qui ressemblait plus à une contrainte physique qu'à un câlin. Son coûteux parfum floral m'a brûlé les narines. Elle s'est penchée, sa voix un murmure aigu et sifflant destiné seulement à moi. « Reprenez-vous, Aveline. Vous devez coopérer maintenant si vous voulez sauver toute dignité qui vous reste après ce désastre spectaculaire. » Elle s'est éloignée avant que je puisse même traiter la cruauté de la salutation. Elle a fait un geste vers une chaise vide directement en face de mon père. Je me suis assise. L'enregistreur numérique caché dans la poche intérieure de mon blazer pressait froidement contre mes côtes, un rappel solide et rassurant de la raison pour laquelle j'étais vraiment là. « Aveline, mon père a commencé, sa voix adoptant un ton bas et pratiqué d'autorité mélancolique. Votre mère et moi avons été entièrement dévastés par votre appel téléphonique hier soir. Perdre 20 millions d'euros du jour au lendemain à cause d'une escroquerie cybernétique négligente est une défaillance catastrophique du jugement. J'ai gardé les mains fermement croisées sur mes genoux, forçant mes épaules à s'affaisser, jouant le rôle de la fille brisée et vaincue. J'ai tout perdu, papa.
Je ne sais pas quoi faire. Nous savons, a dit Gaspard avec douceur, faisant glisser la pile de papier la plus épaisse sur le bois poli vers moi. Et c'est exactement pour cela que nous avons dû nous réunir si rapidement aujourd'hui. Votre ruine financière est une tragédie, mais nous ne pouvons pas permettre que votre état d'esprit compromis infecte les avoirs modestes restants de la famille. Vous n'êtes clairement pas en état de gérer des actifs. J'ai baissé les yeux sur la première page. C'était une renonciation volontaire à la surveillance de la fiducie. Parce que vous êtes complètement ruiné, a expliqué Gaspard, tapotant la page avec son index. Nous avons besoin que vous signiez ceci immédiatement. Cela suspend temporairement vos droits de bénéficiaire et confirme légalement que vous manquez de compétences financières pour participer à toute décision concernant la succession familiale. C'est une mesure de protection, Aveline. Pour votre propre bien. J'ai déplacé mon regard vers le coin le plus éloigné de la pièce. Mon frère cadet, Maxime, était affalé dans un fauteuil à oreilles. Il portait une chemise en lin parfaitement ajustée, tenant un verre de thé glacé. Il avait positionné son téléphone portable contre une pile de sous-verres sur la table d'appoint. L'écran était éteint, mais l'angle était parfaitement pointé sur mon visage. Il ne me regardait pas seulement. Il m'enregistrait. Il attendait que je craque, que je sanglote, que je fasse une crise hystérique afin de capturer une preuve numérique irréfutable que j'étais mentalement instable. J'ai avalé difficilement, forçant un tremblement dans mes mains alors que je tendais la main vers le document. J'ai lentement tourné les pages, agissant comme si ma vision était brouillée par les larmes. Mais mes yeux étaient vifs. J'ai parcouru les paragraphes denses, repérant instantanément la pilule empoisonnée pour laquelle Noël m'avait préparé. Elle était enfouie à la 7e page sous un titre trompeur. Si je signais ce document, je ne ferais pas que suspendre mes droits. J'autoriserais une indemnisation globale. La clause stipulait explicitement que j'absous les fiduciaires actuels de toute responsabilité concernant leur gestion, leurs transactions et leur restructuration de la fiducie au cours des 12 dernières années. C'était un pardon juridique complet pour chaque centime qu'ils avaient volé, et un laissez-passer gratuit pour finaliser la vente de la rive. Papa, ai-je murmuré, laissant ma voix se briser parfaitement. C'est tellement de paperasse. Je ne peux même pas penser clairement. Pourquoi faut-il faire ça aujourd'hui? Je viens de perdre toute mon entreprise il y a 12 heures. Ne pouvons-nous pas attendre quelques semaines? La mâchoire de Gaspard s'est serrée. La façade du patriarche bienveillant a glissé, révélant la panique impitoyable en dessous. Nous ne pouvons pas attendre, a-t-il claqué, sa voix s'élevant brusquement. Une affaire de rive ne peut pas attendre que vous finissiez de vous effondrer. Toute la pièce est devenue morte de silence. Le comptable a tressailli, regardant ses chaussures. Maxime s'est redressé, son expression suffisante vacillant une fraction de seconde. Le visage de mon père est devenu rouge d'une teinte cramoisie profonde et moche lorsqu'il a réalisé qu'il venait de prononcer la partie silencieuse à voix haute. Il avait pratiquement crié leur programme caché dans l'air. Charlotte est immédiatement intervenue, lançant une attaque psychologique vicieuse pour couvrir la glissade fatale de son mari. N'osez pas remettre en question votre père après ce que vous avez fait, la réprimandait-elle vivement, frappant le dossier de ma chaise avec sa paume. Vous n'avez aucun droit d'entrer ici et de demander du temps. Vous avez quitté cette maison il y a 8 ans. Vous nous avez abandonnés pour jouer au PDG de start-up. Vous n'avez jamais vous soucié que de votre code et de vos algorithmes. Vous n'avez jamais compris la loyauté, Aveline. Vous n'avez jamais compris ce que signifie être une famille. Chaque mot qu'elle m'a craché était conçu pour briser mon esprit. Elle militarisait mon indépendance, tordant les années que j'avais passées à bâtir mon propre succès en un acte malveillant de trahison. Dans sa logique tordue, mon plus grand péché n'était pas que j'avais soi-disant perdu l'argent. Mon plus grand péché était que j'avais jamais réussi sans avoir besoin d'eux en premier lieu. Il voulait que je sois démuni parce qu'une fille démunie était une fille obéissante. Je voulais juste que vous soyez fiers de moi, ai-je étranglé, une véritable douleur gonflant dans ma gorge, bien que pas pour les raisons qu'il croyait. Je pleurais les parents que je n'avais jamais vraiment eus. Maxime a laissé échapper un petit rire creux de son coin. Il a pris son thé glacé, prenant une lente gorgée avant de me regarder avec un dédain absolu et sans filtre. Oh, épargnez-nous le numéro de victime, a ricané Maxime, ses yeux se fixant sur les miens avec un droit glacé. Il a fait un geste paresseux vers le stylo plume reposant sur les documents. Prenez simplement le stylo et signez. Aveline. Au moins,
Pour la première fois de votre vie, vous ferez réellement quelque chose d'utile pour cette famille. L'humiliation pure du moment planait dans l'air, épais et suffocant, une exécution parfaitement exécutée de ma dignité. Ils me regardaient tous, attendant que je me rende, attendant que la fille brisée se soumette enfin au massacre. J'ai regardé le stylo, puis j'ai regardé l'épaisse pile de papier. L'enregistreur numérique pressé contre mon côté, capturant chaque souffle, chaque insulte, chaque aveu accablant. J'ai tendu la main et j'ai enveloppé mes doigts tremblants autour du barillet métallique froid du stylo. Le métal froid du stylo plume s'est réchauffé contre mes doigts tremblants. J'ai fait planer la pointe à un petit pouce au-dessus de la ligne de signature. Mon père s'est penché en avant, ses yeux affamés, suivant le mouvement de ma main comme un faucon regardant un lapin mourant. Puis, la lourde porte d'entrée en chêne de la ferme ne s'est pas seulement ouverte. Elle a été jetée grand ouverte, les charnières en laiton hurlant en protestation contre la violence soudaine. Des pas lourds et mesurés ont résonné dans le couloir. La tension suffocante dans la salle à manger s'est instantanément brisée. Mon père s'est redressé, sa chaise raclant bruyamment contre le plancher de bois franc. Ma mère s'est retournée, une réprimande vive déjà formée sur ses lèvres pour quiconque oserait interrompre son exécution privée. Noël Leclerc est entré dans le seuil de la salle à manger. Il portait un costume anthracite sur mesure et tenait une mallette en cuir noir élégante. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air essoufflé. Il rayonnait d'un calme terrifiant et glacial qui a instantanément fait chuter la température de la pièce de 10 degrés. Il a marché directement jusqu'à la table en acajou, ignorant complètement les halètements interloqués de mes parents. « Qui êtes-vous » a exigé Gaspard, son visage rougissant d'un cramoisi profond et dangereux. « Ceci est une résidence privée. Sortez avant que j'appelle les autorités locales. » Je conseillerais de ne pas impliquer les forces de l'ordre, Gaspard, a dit Noël, sa voix lisse et léthargique, mais coupant la pièce comme une lame chirurgicale. Compte tenu du contenu de ma mallette, la police est la dernière personne que vous voulez voir entrer dans cette maison aujourd'hui. Charlotte est devenue pâle. Le masque méticuleusement conçu de la mère concernée s'est complètement brisé. Elle a reconnu l'odeur nette et indéniable de contentieux d'entreprise. Son affaire familiale silencieuse interne venait d'être spectaculairement violée. Dans le coin, Maxime s'est précipité. Le sourire suffisant a disparu de son visage alors qu'il se ruait en avant et claquait son téléphone portable face vers le bas sur la table d'appoint, désespéré d'arrêter l'enregistrement qu'il avait commencé. Mais il était beaucoup trop tard. L'appareil numérique haute fidélité, niché en toute sécurité contre mes côtes, enregistrait déjà chaque souffle rauque et chaque agitation paniquée dans la pièce. Noël s'est arrêté directement derrière ma chaise. Il a posé une main sur le dossier, une barrière physique entre moi et ma famille. « Mon nom est Noël Leclerc », a-t-il annoncé, regardant autour de la table avec un dégoût modéré. « Je suis le conseil juridique privé d'Aveline Dubois, et je suis ici pour vous informer que la transaction que vous tentez actuellement d'extorquer à ma cliente est définitivement interrompue. » Le comptable de la famille a laissé échapper un couinement pathétique, se recroquevillant sur sa chaise, poussant violemment ses propres papiers dans sa mallette. « Extorqué » a haleté Charlotte, retrouvant sa voix. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. « Comment osez-vous amener un avocat dans cette maison ? Nous essayons de la sauver. Elle a perdu 20 millions d'euros la nuit dernière. Elle est complètement en faillite. » Noël n'a même pas cligné des yeux. Il s'est penché, a déverrouillé sa mallette et a laissé tomber le lourd couvercle en cuir. « Elle n'a perdu ni un sou », a déclaré Noël à plat. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de silence qui résonne dans vos oreilles après la détonation d'une bombe. Gaspard a fixé Noël. Charlotte m'a fixé. Maxime a cessé de respirer complètement. Les 20 millions d'euros de l'acquisition d'Horizon Logistique sont déposés en toute sécurité sur un compte de fiducie multiniveau assuré, a poursuivi Noël, son ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo. L'histoire de la fraude par virement international était un scénario fabriqué. J'ai demandé à Aveline de passer cet appel téléphonique pour tester une hypothèse. Nous avions besoin de voir si la famille Dubois réagirait à sa ruine catastrophique avec un amour inconditionnel ou avec une avidité prédatrice. Vous avez répondu à cette question en moins de 12 heures. J'ai lentement reposé le stylo plume sur la table. Je me suis redressé. Le tremblement fabriqué dans mes mains a disparu. La posture affaissée et vaincue s'est évaporée. J'ai regardé directement mon père, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu un patriarche imposant.
J'ai vu un homme petit et terrifié. Vous nous avez menti, a chuchoté Gaspard, sa voix tremblante d'un mélange de choc et de colère croissante. J'ai appris auprès des meilleurs, ai-je répondu froidement. Noël a commencé à tirer des documents de sa mallette, les claquant sur la table en acajou antique, juste au-dessus des papiers de renonciation frauduleux que mon père avait préparés. Les claquements nets du papier contre le bois sonnaient comme des coups de feu. Parlons de la société à responsabilité limitée du bassin de la Rouque, a dit Noël, faisant tomber une épaisse pile d'extraits de comptes et de dépôts d'incorporation. Ma mère a laissé échapper un halètement étranglé, sa main volant à sa gorge. Gaspard s'est pratiquement effondré sur sa chaise. Une entité corporative fascinante, a musé Noël, marchant légèrement, enregistrée il y a 3 ans dans le Delaware. Vous n'avez absolument aucun droit de regarder dans nos affaires privées, a crié Maxime depuis son coin, sa voix se brisant de panique. Noël a tourné son regard glacial vers mon frère. J'ai tous les droits, Maxime, lorsque l'argent volé à cette fiducie est utilisé pour soutenir artificiellement votre projet d'hôtel-boutique défaillant sur la rive. Vous aviez besoin de liquidités. Vos parents les ont fournis en mettant secrètement en garantie la fiducie même qu'ils avaient juré de protéger. Ils ont hypothéqué l'héritage d'Aveline pour financer votre incompétence. Le comptable transpirait abondamment maintenant, regardant désespérément la porte d'entrée. Noël a laissé tomber un autre dossier sur la table. Et lorsque le projet de redéveloppement de la rive a été annoncé, vous avez réalisé que le terrain de la fiducie valait soudain une fortune astronomique. Vous avez organisé la vente d'une parcelle principale du domaine au promoteur. Le seul problème était la clause du bénéficiaire spécial. Vous aviez besoin qu'Aveline renonce à ses droits avant qu'elle ne découvre qu'elle avait le pouvoir de mettre son veto à toute la vente. Mon père a essayé de se ressaisir. Il a frappé la table de son poing. Je suis le fiduciaire. J'ai le pouvoir discrétionnaire de suspendre les droits d'un bénéficiaire négligent pour protéger la succession. Cette clause dans le document fondamental me donne l'autorité absolue de la retirer. Noël a réellement souri. C'était une expression terrifiante. Vous auriez vraiment dû engager de meilleurs avocats, Gaspard, a dit Noël, faisant glisser une copie surlignée du document de fiducie fondamental original de ma grand-mère sur la table. Cette clause ne vous permet pas de suspendre un bénéficiaire pour négligence personnelle. C'est une sauvegarde fiduciaire. Elle stipule que toute tentative par un fiduciaire gestionnaire de s'approprier, de détourner ou de contraindre un bénéficiaire entraîne la résiliation immédiate et non négociable de son statut de fiduciaire. La couleur a complètement disparu du visage de mon père. Il a regardé le texte surligné comme si c'était écrit dans une langue étrangère. L'arme qu'ils avaient essayé d'utiliser contre moi venait d'être retournée et pressée directement contre leur propre gorge. Noël a sorti 2 derniers documents de sa mallette. Ils étaient propres, simples et absolument dévastateurs. Il en a placé un devant Gaspard et un devant Charlotte. Ce sont des lettres de démission volontaire, a instruit Noël. Vous démissionnez en tant que cofiduciaire de la fiducie de préservation Mercier, avec effet immédiat. Vous renoncez à tout contrôle administratif au profit d'Aveline. Si vous signez ces documents maintenant, nous gèlerons les actifs et gérerons la transition tranquillement. Et si nous refusons, a sifflé Charlotte, ses yeux remplis d'une haine venimeuse. Si vous refusez de signer, a répondu Noël, se penchant sur la table, sa voix tombant en un murmure mortel, je sortirai de cette maison et déposerai immédiatement une injonction auprès du tribunal d'État. Je demanderai un audit médico-légal complet de chaque transaction se déplaçant entre la fiducie, la Rouque et l'hôtel de Maxime au cours des 12 dernières années. Je remettrai les preuves de votre fraude par virement, de votre détournement de fonds et de votre violation fiduciaire directement aux procureurs fédéraux. Vous ne perdrez pas seulement l'affaire de la rive. Vous irez en prison fédérale. La salle à manger donnait l'impression d'un vide. La dynamique de pouvoir avait changé si violemment et si rapidement que l'air lui-même semblait lourd. Le piège qu'ils avaient passé des mois à tendre venait de se refermer sur leurs propres jambes. Je les ai regardés suffoquer sous le poids de leur propre arrogance. La puissante famille Dubois, réduite à des criminels communs assis à une table de salle à manger. Charlotte a regardé Gaspard. Une terreur pure dans ses yeux. Maxime était complètement silencieux, son visage pâle et luisant de sueur. J'ai attendu que mon père tende la main vers le stylo. J'ai attendu la reddition finale. Au lieu de cela, Gaspard a lentement levé la tête. La panique qu'il avait saisie quelques instants plus tôt commençait à s'estomper, remplacée par un défi sombre et glaçant.
Il n'a pas regardé les lettres de démission. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé directement Noël, ses yeux se plissant en fente froide. Il était acculé, saignant, et faisait face à une destruction totale, mais il ressemblait à un homme qui cachait toujours une arme chargée sous la table. Gaspard a légèrement repoussé sa chaise, entrelaçant ses doigts. Il a parlé avec un calme terrifiant et glacial qui a fait se hérisser les poils de mes bras. Vous avez une mallette très impressionnante, monsieur Pierce, a ricané Gaspard, sa voix résonnant dans le silence mort de la pièce. Mais il vous manque toujours les fichiers originaux. Vous opérez sur des suppositions et des copies secondaires. Vous n'avez toujours pas la seule chose nécessaire pour nous faire tomber. Gaspard a repoussé les lettres de démission sur la table en acajou antique. Ses mouvements étaient délibérément lents, une tentative arrogante de retrouver l'autorité suffocante qu'il exerçait sur moi depuis l'enfance. Il a croisé ses doigts, les posant sur les preuves accablantes que Noël venait de présenter. Vous avez une impressionnante collection de photocopies et de déductions circonstancielles, monsieur Pierce, a ricané Gaspard, son ton dégoulinant d'une condescendance pratiquée. Mais vous n'avez pas le testament supplémentaire original. Vous n'avez pas le codicile physique que ma mère a rédigé avant de mourir. Sans ce document notarié spécifique, toute votre théorie juridique n'est rien d'autre qu'un conte de faits construit sur des erreurs administratives. Je ne signerai rien du tout. Et aucun juge de l'État de Bretagne n'accordera d'injonction basée sur un avocat jouant à un jeu de devinettes. Voyant son mari maintenir la ligne défensive, ma mère a immédiatement changé de stratégie. La matriarche vicieuse et attaquante a disparu en un clin d'œil. Elle s'est effondrée sur sa chaise, pressant une serviette en lin fortement amidonnée contre son visage. Elle a commencé à pleurer. C'était une performance terrifiante et parfaite, ses épaules tremblant avec exactement la bonne quantité de chagrin maternel. « Comment pouvez-vous nous faire ça » a sangloté Charlotte, me regardant à travers ses larmes, comme si j'étais un monstre qui venait de s'introduire chez elle. Chaque décision que nous avons jamais prise, chaque nuit blanche, chaque manœuvre financière stressante, était de préserver cette succession pour la prochaine génération. Nous avons sacrifié notre propre paix d'esprit pour maintenir l'héritage du bois intact. Et vous récompensez notre sacrifice en traînant un chien d'attaque d'entreprise dans notre salle à manger. Vous nous traitez comme des criminels communs. Vous amenez un avocat dans votre propre maison d'enfance comme si vous appeliez la police pour arrêter votre propre chair et votre propre sang. Vous êtes incroyablement ingrate, Aveline, vous l'avez toujours été. L'audace pure de son chantage émotionnel était stupéfiante. Elle se tenait au milieu d'un piège qu'elle avait tendu pour voler mon héritage. Pourtant, elle essayait désespérément de me faire passer pour le méchant pour avoir refusé d'y entrer. Je n'ai même pas eu la chance de traiter son coup de fouet émotionnel avant qu'une nouvelle menace, beaucoup plus sale, n'émerge du coin de la pièce. Maxime avait cessé de faire semblant d'être un frère concerné. Il était affalé dans son fauteuil à oreilles, ses pouces volant furieusement sur l'écran de son smartphone. Il n'envoyait pas seulement des SMS à ses amis. Il lançait une contre-attaque numérique à la terre brûlée. En 20 minutes, mon propre téléphone, reposant tranquillement dans ma poche, a vibré avec une alerte urgente. Je l'ai sorti pour trouver un email hautement sensible du responsable de l'intégration principale de la société qui venait d'acquérir Horizon Logistique. L'objet du message disait simplement « Enquête urgente concernant la stabilité du leadership ». J'ai ouvert le message, mon sang se glaçant. Maxime avait contacté son réseau d'investisseurs locaux de la Baule, de courtiers en capital risque et d'associés d'affaires. Il avait monté un récit rapide et venimeux selon lequel je souffrais d'une grave dépression psychiatrique aiguë suite au stress du rachat d'entreprise. Il prétendait que j'étais très instable, que j'hallucinais de conspirations financières massives et que je me retournais violemment contre ma propre famille dans une frénésie paranoïaque. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre dans la communauté d'affaires soudanaise soudée, parvenant finalement aux oreilles de mes acheteurs d'entreprise. Ils écrivaient pour demander, en terminologie d'entreprise extrêmement polie mais paniquée, s'il y avait des risques de réputation non divulgués ou des passifs de santé mentale qu'ils devaient aborder avant que la transition finale de fusion ne soit achevée. Maxime essayait de détruire ma réputation professionnelle pour discréditer toute réclamation juridique que je pourrais faire contre eux. J'ai montré l'email à Noël. Il a à peine jeté un coup d'œil à l'écran lumineux avant de tourner son regard glacial vers mon frère. « Laissez-le taper », a dit Noël doucement, bien que sa voix portait sans effort à travers la pièce. Noël a reporté son attention sur sa mallette ouverte. Il en a sorti un dossier bleu pâle et mince qu'il avait délibérément gardé lors de la confrontation initiale.
Il l'a laissé tomber sur la table avec un bruit sourd. Puisque nous parlons de sacrifices faits pour la prochaine génération, a dit Noël, son ton entièrement dénué de pitié, examinons la bourse commémorative Jeanne Mercier. Ma mère a cessé de pleurer instantanément. La serviette en lin est tombée sur ses genoux. Gaspard a bougé inconfortablement sur sa chaise, sa posture arrogante vacillant. Noël a ouvert le dossier bleu, étalant une série de grands livres bancaires internes et de reçus de virements. J'étais curieux de savoir pourquoi un petit fonds éducatif caritatif générait autant de frais administratifs, a expliqué Noël, suivant les chiffres avec son stylo. Il s'avère que la bourse n'a en fait jamais financé de frais de scolarité pour aucun étudiant. C'était un écran de fumée comptable élaboré. Vous et Gaspard faisiez circuler des revenus de loyers commerciaux de la fiducie par le biais de la charité pour blanchir les fonds. Ensuite, vous distribuiez immédiatement cet argent sous forme de subventions privées anonymes pour couvrir les dettes personnelles catastrophiques de Maxime et les dépenses de luxe. Vous avez transformé une fondation caritative portant le nom de votre mère décédée en une caisse noire personnelle pour financer les échecs de votre fils. La dépravation absolue de voler un fonds commémoratif pour couvrir les dettes de jeu de Maxime et ses projets hôteliers ratés a brisé la tension restante dans la pièce. J'ai regardé Charlotte, ressentant une vague de dégoût si profonde qu'elle me faisait physiquement mal derrière les côtes. Un fonds de bourse d'études. Maman, ai-je demandé, ma voix tremblant d'un mélange d'horreur et d'indignation. Vous avez utilisé le nom de ma grand-mère pour cacher ses dettes. Charlotte s'est levée, son visage se tordant en un masque défensif laid. Les larmes avaient disparu, remplacées par une fureur désespérée et acculée. Nous n'avions pas le choix, a-t-elle crié, sa voix résonnant violemment contre le papier peint écaillé de la salle à manger. Maxime avait de terribles ennuis, de vrais ennuis avec des prêteurs privés et agressifs. Nous devions le protéger. Nous avons tout abandonné. Nous avons même mis cette maison en garantie. L'air dans la pièce a complètement disparu. Je l'ai regardé, les mots accrochés dans l'espace mort entre nous comme une manifestation physique d'une malédiction. Cette maison. J'ai répété, ma voix tombant en un murmure creux à peine audible. Vous avez hypothéqué la ferme. Gaspard s'est élancé en avant, attrapant le bras de sa femme pour la faire taire, mais le mal était fait. La confession lui avait échappé, grotesque et entièrement indéniable. Pendant toute ma vie, cette vieille ferme grinçante était le seul souvenir pur qui me restait. C'était l'endroit où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir avec moi sur le porche pendant les soirées d'été humides, m'apprenant à jouer aux échecs pendant que mes parents m'ignoraient à l'intérieur. Ils avaient toujours juré que peu importait à quel point les impôts fonciers devenaient difficiles, ils ne vendraient ou ne mettraient jamais en garantie la ferme parce que c'était un monument familial sacré. Ils m'avaient dit que c'était la seule chose qu'ils protégeaient pour le bien de notre histoire. Vous avez hypothéqué la ferme, ai-je dit, le déclarant non pas comme une question, mais comme une sentence de mort finale pour toute mon enfance. Vous avez pris le seul souvenir d'elle qui comptait vraiment pour moi, le seul endroit au monde où je me suis jamais senti en sécurité, et vous avez remis le titre à une banque pour renflouer votre enfant d'or. Charlotte a refusé de me regarder. Elle regardait obstinément le mur du fond. Son silence confirmant chaque vérité horrible et déchirante. Elle avait échangé mon seul sanctuaire contre les erreurs de Maxime, et elle n'avait jamais eu l'intention de me le dire. Ce fut le moment exact où le dernier fil de mon empathie s'est rompu. La douleur persistante et pathétique d'une fille voulant être aimée par ses parents s'est complètement évaporée, laissant derrière elle un vide froid, absolu et mécanique. Je ne me sentais plus en colère. La colère exige de la passion, et la passion est une vulnérabilité. Je ne ressentais rien d'autre qu'une résolution chirurgicale et mécanique de les démanteler pièce par pièce. Ils avaient dilapidé mon sanctuaire en secret. Maintenant, j'allais prendre tout le royaume en plein jour. Je me suis levé lentement, ajustant les revers de mon blazer sur mesure. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré pour les caméras que Maxime espérait utiliser contre moi. Je les ai regardés tous les trois avec l'observation détachée et clinique de quelqu'un étudiant une infestation qui devait être éradiquée. Noël a claqué sa mallette. Le clic net a résonné dans la pièce silencieuse comme un marteau frappant le bois. Il s'est rapproché de moi, sa présence un mur solide et inébranlable contre leur chaos. Il s'est penché légèrement, sa bouche flottant à quelques centimètres de mon oreille, s'assurant que ces mots ne portaient qu'à moi. Laissez-leur leur maison vide, a murmuré Noël, son ton vibrant d'une anticipation sombre et dangereuse. La vraie guerre n'est plus dans ce salon. Elle va se dérouler là où ils pensent être les plus en sécurité.
Nous allons porter cela dans les grands livres, et nous allons déchirer les archives de la succession. L'humidité lourde et oppressante de la Savoie semblait différente maintenant. Elle ne ressemblait plus au linceul nostalgique de ma jeunesse. Elle ressemblait à une manifestation physique des secrets que ma famille avait enterrés. 2 jours après avoir quitté cette salle à manger suffocante, Noël a organisé une réunion discrète en périphérie de la ville. Nous nous sommes assis dans une cabine de restaurant faiblement éclairée, qui sentait légèrement le café ranci et l'eau de javel industrielle, loin des cercles sociaux polis que mes parents fréquentaient. Assise en face de nous se trouvait Tessa Boone. C'était une femme nerveuse et énergique, la quarantaine, qui avait été la principale comptable de la fiducie jusqu'à sa démission abrupte et inexpliquée il y a exactement 2 ans. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à l'entrée du restaurant, ses mains serrées autour d'une tasse en céramique. Je savais que ce jour viendrait, a dit Tessa, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle a fouillé dans son grand sac fourre-tout et a fait glisser une épaisse enveloppe Havane non marquée sur la table collante. J'ai dit à Gaspard et Charlotte que les chiffres devenaient impossibles à cacher. Quand ils m'ont demandé de dater en arrière une série de registres d'amortissement pour couvrir un retrait d'argent massif, j'ai fait mes valises. Je refuse d'aller en prison fédérale pour le style de vie de Maxime. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des douzaines de copies physiques de vieux tableurs de réconciliation, de bordereaux de routage bancaire et d'impression de grands livres internes. Avec Noël me guidant à travers l'architecture comptable, la mécanique du vol est devenue douloureusement claire. Les entrepôts de la rive détenus par la fiducie généraient des revenus locatifs commerciaux constants et substantiels depuis des décennies. Mais ces revenus ne restaient jamais dans les comptes de détention de la fiducie. Tessa a pointé un doigt tremblant vers une colonne spécifique de transfert sortant. Chaque mois, 40% du revenu locatif brut était détourné vers un compte de gestion écran. De là, il était pompé directement dans la société à responsabilité limitée du bassin de la Rouque. Et de la Rouque, il allait directement à Maxime. Les registres détaillaient un calendrier horrible de parasitisme financier. L'argent que ma grand-mère avait l'intention de préserver pour l'héritage familial payait plutôt pour les costumes sur mesure de mon frère, ses vols en première classe pour l'Europe et les pertes opérationnelles stupéfiantes de ses projets hôteliers-boutiques condamnés. C'était un drainage systématique et sans effusion de sang de mon héritage, signé et autorisé par les mêmes personnes qui étaient censées le protéger. Mais le vol financier n'était que la couche extérieure de la trahison. La véritable horreur psychologique est arrivée plus tard dans la soirée. Assise dans le silence stérile de ma suite d'hôtel, mon téléphone a retenti avec un fichier crypté sécurisé envoyé par ma cousine, Delphine Royer. Elle avait réussi à accéder à un ancien serveur familial archivé et avait téléchargé un cache de mails internes échangés par mes parents au cours des 6 dernières années. J'ai parcouru les messages, ma poitrine se serrant à chaque phrase cruelle et calculée. Ils discutaient de moi non pas comme d'une fille, mais comme d'une variable hostile qui devait être contenue. Le coup le plus dévastateur provenait d'un email que ma mère avait écrit à mon père il y a 4 ans, juste au moment où mon entreprise obtenait son premier cycle majeur de capital risque. Gaspard avait exprimé son inquiétude que ma richesse croissante puisse me rendre assez indépendante pour engager mes propres conseillers financiers et découvrir la fiducie. La réponse de Charlotte a été gravée de façon permanente dans mon esprit. Elle a écrit « Ne t'inquiète pas de sa prise d'indépendance. Elle est désespérée pour notre approbation. Garde-la isolée. Continue de critiquer ses choix, et elle reviendra toujours chercher de la validation. Elle est la plus facile à contrôler si elle est frappée par la peur de perdre la famille. Chaque fois que ma mère avait rejeté mes réalisations. Chaque fois qu'elle me faisait me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Ce n'était pas parce qu'elle était une parente exigeante. C'était une famine émotionnelle tactique conçue pour me garder docile. Ils ont fabriqué une menace constante d'abandon afin que je sois toujours trop paralysé pour jamais regarder derrière le rideau. La dernière pièce brisante du puzzle est tombée le lendemain matin. Noël est entré dans ma suite portant une boîte d'archives usées, reliée en cuir, qu'il avait réussi à obtenir par assignation du cabinet juridique original qui avait rédigé la succession de ma grand-mère. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement extrait un morceau de papier fragile et jauni et me l'a tendu. C'était une lettre écrite à la main de ma grand-mère, Jeanne, adressée à son comptable privé, datée d'il y a 14 ans. J'ai lu l'écriture cursive délicate, et le sol solide sous moi a complètement cédé. Dans la lettre, ma grand-mère instruisait explicitement son comptable de mettre de côté un fonds de départ dédié de 75 000 €, verrouillé dans un compte séquestre sécurisé.
Les instructions étaient cristallines, l'argent devait m'être remis au moment où je déciderais de lancer ma propre entreprise indépendante. Elle savait que j'avais l'esprit de la logistique, et elle voulait s'assurer que j'avais le capital pour échapper à la boule. Il y a 8 ans, lorsque j'essayais désespérément de lancer Horizon Logistique depuis un appartement glacé, je suis allé voir mes parents et j'ai imploré un prêt. Ils en ont fait une production théâtrale massive et douloureuse. Ils ont prétendu devoir liquider leurs propres économies personnelles. Ils m'ont fait signer un billet à ordre. Ils m'ont tendu un chèque de 75 000 €, me disant que c'était le sacrifice ultime de leur amour parental. Pendant 8 ans, j'ai porté le poids écrasant de cette dette. Je les ai remboursés avec intérêt. J'ai laissé qu'ils utilisent ce prêt comme levier contre moi à chaque réunion de famille, avalant silencieusement leurs rappels arrogants que tout mon empire était construit sur leur générosité. C'était mon argent. Ils avaient pris le cadeau que ma grand-mère m'avait secrètement laissé, l'avaient blanchi par leur propre compte, et me l'avaient remis comme un prêt à intérêt élevé. Ils ont utilisé mon propre héritage pour acheter ma gratitude éternelle et rampant. Je me tenais près de la fenêtre de l'hôtel, regardant le feuillage tentaculaire des chênes de la Savoie à l'extérieur. La douleur de la réalisation était si absolue qu'elle a contourné le chagrin pour se cristalliser en quelque chose de froid, de dur et de terrifiant calme. J'ai commencé à assembler sans effort les souvenirs fragmentés de ma vie dans une mosaïque parfaite et hideuse. J'ai finalement compris pourquoi mes parents agitaient la main avec dédain et disaient qu'il n'y avait rien à craindre chaque fois que je posais des questions sur les impôts de la succession. J'ai compris comment Maxime pouvait se permettre de conduire une voiture de sport importée de 100 000 € tout en restant perpétuellement au chômage. J'ai compris pourquoi les chuchotements étouffés et urgents dans le salon cessaient instantanément dès que je franchissais la porte. Toute ma vie avait été une pièce de théâtre méticuleusement organisée, et j'étais la seule à ne pas savoir que je portais un costume. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai regardé Noël. Il me regardait avec ce même regard clinique et évaluateur, attendant de voir si le poids émotionnel allait m'écraser ou me forger. Je ne veux plus seulement arrêter la vente de la rive, a dit Noël, sa voix lisse et dangereusement satisfaite. Gagner une injonction juridique tranquille ne suffit pas. Ils ont construit tout cet empire dans l'obscurité. Je veux traîner chaque livre de comptes, chaque email et chaque mensonge dans la lumière aveuglante. Je veux que leurs mots perdent tout pouvoir dans cette ville. Noël a hoché lentement la tête, une satisfaction prédatrice brillant dans ses yeux. Il a tendu la main vers sa mallette et en a sorti son téléphone. Alors, nous intensifions, a dit Noël avec aisance. J'ai déjà préparé le terrain. Nous ne retournons pas à la ferme. Nous portons la guerre sur la scène corporative. Il a expliqué la prochaine phase de l'offensive. Il allait convoquer une réunion obligatoire d'urgence avec le conseil consultatif officiel de la fiducie, les auditeurs de conformité indépendants et, surtout, les représentants principaux de la société privée de développement qui achetait la terre de la rive. Nous allions rassembler les personnes que mes parents avaient désespérément besoin d'impressionner. Gaspard et Charlotte Dubois avaient passé des décennies à opérer sous le bouclier protecteur de l'autorité parentale, me traitant comme une enfant naïve et désobéissante. Mais demain matin, dans une salle de conférence au mur de verre au-dessus de la ville, ils n'auraient plus le droit de me parler en tant que parent. Ils seraient forcés de répondre en tant que gestionnaire fiduciaire publiquement accusé de détournement grave d'actifs. Et j'allais être celle qui poserait les questions. La salle de conférence au 40e étage du gratte-ciel juridique du centre-ville sentait l'ozone et le café torréfié coûteux. À 10 heures précises du matin, les lourdes portes vitrées se sont refermées, nous scellant à l'intérieur d'un champ de bataille corporatif insonorisé. Noël avait orchestré la disposition des sièges avec la précision d'un général militaire. J'étais assise au centre de la longue table en marbre poli. À ma droite se trouvaient les auditeurs de conformité indépendants et 2 directeurs d'acquisition principaux de la société privée de développement de la rive, portant des costumes sur mesure et des expressions d'irritation modérées. À ma gauche se trouvait Ariette Dubois, l'avocate initiale de la succession qui avait rédigé le testament de ma grand-mère il y a des décennies. Elle était une femme frêle mais incroyablement vive, dans la soixantaine, ses mains posées tranquillement sur une mallette en cuir usé. Lorsque mes parents et mon frère sont entrés dans la pièce, ils n'avaient pas l'air de criminels acculés. Ils avaient l'air de la royauté qui avait été convoquée au tribunal de la circulation. Gaspard a pris le siège directement en face de moi, déboutonnant négligemment sa veste de costume. Il portait un air d'arrogance impénétrable, opérant sous l'illusion que ce n'était qu'un petit obstacle administratif. Dans son esprit, tout ce qu'il avait à faire était de retarder les procédures,
de bloquer l'injonction et de maintenir les promoteurs engagés jusqu'à ce que l'argent de la rive efface une décennie de ses crimes financiers. Charlotte était assise à côté de lui, refusant de croiser mon regard, le menton levé en défi. Maxime a pris le siège le plus proche de la porte. Je ne les ai pas fusillés du regard. Je n'ai pas offert de salutation. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains reposant légèrement à côté d'une pile formidable de documentation, les journaux de réconciliation, les reçus de virement, et reposant tout en haut, l'élégant enregistreur audio numérique. L'absence totale d'émotion sur mon visage fut la première chose à fissurer leur armure. Maxime a vu l'enregistreur. Sa posture arrogante s'est effondrée instantanément, ses yeux lançant frénétiquement vers la sortie. Il était le maillon le plus faible, un homme qui n'avait jamais fait face à une conséquence de toute sa vie. Réalisant soudain que les sorties étaient verrouillées, rendons cela bref, a annoncé Gaspard, se penchant en avant et s'adressant au directeur de développement, nous ignorant complètement, ainsi que Noël. Ma fille a récemment subi un traumatisme professionnel grave. Cette réunion est le résultat malheureux d'un malentendu très émotionnel concernant les actifs familiaux. Je vous assure que la fiducie reste pleinement opérationnelle, et notre calendrier pour le transfert de la rive n'est absolument pas affecté. C'est une garantie fascinante, Gaspard, a interrompu Noël doucement, se levant de sa chaise. Surtout que vous ne possédez pas réellement l'autorité légale pour transférer un seul brin d'herbe sur cette rive. La mâchoire de Gaspard se serra. Je suis le fiduciaire gestionnaire, a ignoré Noël, dirigeant toute son attention vers les deux promoteurs. C'était la cruauté brillante de la stratégie de Noël. Il n'était pas là pour discuter avec mon père. Il était là pour empoisonner le puits. Noël a fait glisser une série de dossiers agrafés sur la table en marbre vers les promoteurs. Messieurs, avant de transférer des fonds d'acquisition de 9 chiffres à la fiducie de préservation Mercier, je conseille vivement à votre service juridique d'examiner la structure de propriété de la société à responsabilité limitée du bassin de la Rouque. Le directeur principal fronça les sourcils, ouvrant le dossier. Qu'est-ce que vous regardez là? La couleur a disparu des visages des promoteurs. Le directeur principal a fermé le dossier, son expression se durcissant en un masque d'hostilité professionnelle pure. Il a regardé Gaspard non pas comme un partenaire commercial respecté, mais comme un passif grave. Est-ce exact? Gaspard, a demandé le promoteur, sa voix nette et impitoyable. Sommes-nous assis ici à négocier un actif grevé? C'est un problème de restructuration interne, a aboyé Gaspard, son calme se brisant en panique défensive. Cela sera résolu en interne. Nous nous occupons de la signature du bénéficiaire cette semaine. Maxime n'a pas supporté la pression, la pièce se refermait sur lui, et l'instinct de préservation de soi a supplanté toute loyauté familiale qu'il possédait. Il a repoussé sa chaise, levant les mains défensivement. Je n'ai rien à voir avec la gestion de ces comptes, a bredouillé Maxime, sa voix s'élevant de lâcheté. Je ne suis qu'un bénéficiaire passif. Je ne prends pas les décisions administratives. Mes parents gèrent les transferts. Je suis complètement séparé des négociations de vente. J'ai enfin parlé. Ma voix était basse, stable et absolument dénuée de pitié. Es-tu vraiment séparé? Maxime, ai-je demandé. J'ai tendu la main dans mon dossier et j'ai sorti une seule feuille de papier. C'était une copie imprimée de l'email crypté que Delphine avait récupéré. Je l'ai fait glisser sur la surface en marbre jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant lui. Noël, ai-je dit, gardant mes yeux fixés sur le visage terrifié de mon frère. Pourriez-vous s'il vous plaît lire le texte surligné pour la pièce? Noël a pris sa propre copie. Un email envoyé par Maxime Dubois à Gaspard et Charlotte Dubois, daté d'il y a 3 jours. Vous devez verrouiller sa signature avant vendredi. Si elle ne signe pas la renonciation d'ici la fin de la semaine, les investisseurs du développement verront inévitablement la clause d'héritage spécial lors de l'audit final, et toute l'affaire s'effondrera. Un silence suffocant est descendu sur la salle de conférence. Maxime a fixé le papier comme s'il venait de prendre feu. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il venait d'être publiquement exposé comme le principal catalyseur de la tentative d'extorsion. Il venait de jeter ses parents sous le bus, et en retour, Noël venait de passer sur lui avec un train de marchandises. Charlotte a fermé les yeux, un air de défaite profonde et nauséeuse balayant ses traits. Gaspard respirait lourdement, ses mains serrées en poings serrés sur la table. C'est une chasse aux sorcières, a sifflé Gaspard,
bien que sa voix manquait de son autorité tonitruante habituelle. Vous déformez la correspondance familiale hors de son contexte. Je suis toujours le fiduciaire, et je contrôle toujours les archives. En fait, une voix mince et grave a interrompu. Tout le monde s'est tourné vers l'extrémité de la table. Harriet Dubois a ajusté ses lunettes à monture métallique. Elle était restée si silencieuse que son intervention soudaine semblait choquante. Elle a ouvert sa mallette en cuir abîmé et en a sorti un lourd registre juridique lourdement gaufré. Vous contrôlez les archives administratives actives, Gaspard, a corrigé Harriet, son ton portant le poids absolu et intransigeant de la loi. Vous ne contrôlez pas les addendas scellés. Gaspard s'est figé. La colère dans ses yeux a été instantanément remplacée par un éclair de terreur authentique et non dilué. Avant que Jeanne Mercier ne décède, a poursuivi Harriet, s'adressant à la pièce en général, elle a confié à mon cabinet un codicile physique scellé concernant la fiducie de préservation Mercier. Ces instructions étaient remarquablement spécifiques. Le codicile devait rester verrouillé dans un coffre bancaire privé, entièrement inaccessible aux fiduciaires gestionnaires. Et quelles sont les conditions pour l'ouvrir, a demandé Noël, jouant son rôle à la perfection. Le sceau ne peut être brisé, a récité Harriet de mémoire, qu'à la présentation de preuves crédibles que les fiduciaires gestionnaires se sont engagés dans une autotransaction, ont détourné ou ont tenté de contraindre ou d'intimider le bénéficiaire spécial désigné. Elle m'a regardé, puis l'enregistreur audio reposant sur la table. Compte tenu des documents présentés ici aujourd'hui et de l'existence d'un enregistrement audio détaillant une tentative de forcer une signature sous de fausses prétextes, je crois que le seuil légal pour briser le sceau a été définitivement atteint. Gaspard n'a pas seulement objecté. Il a paniqué. Il a frappé la table de ses deux mains, se soulevant à moitié de sa chaise. Ce document est invalide, a crié Gaspard, sa voix se brisant de désespoir. Ce codicile a été rédigé il y a des décennies. Il a été légalement annulé avant sa mort. Il n'a aucune validité dans un tribunal moderne. La salle de conférence est devenue morte de silence. Les deux promoteurs ont regardé Gaspard dans un état d'incrédulité totale. Noël a juste souri. Une expression froide et triomphante. Gaspard a réalisé son erreur fatale une seconde trop tard. Il avait parlé trop vite. Si le codicile était vraiment un morceau de papier oublié et insignifiant, il n'aurait eu aucune raison de réagir avec une urgence aussi violente. En criant qu'il était invalide avant même que quiconque ne sache ce qu'il contenait, il venait de confesser publiquement qu'il savait exactement ce que l'enveloppe contenait et qu'il la craignait plus que toute autre chose au monde. Le directeur principal s'est levé, boutonnant sa veste de costume d'un mouvement net et définitif. Nous avons terminé ici, a annoncé le promoteur, son ton plus froid que la glace. Toute cette transaction est gelée. Nous n'allons pas procéder à des acquisitions, des négociations ou des décaissements tant que cette fiducie n'aura pas subi un audit fédéral médico-légal complet et un dégagement de titres. Ne contactez plus nos bureaux. Gaspard, les deux promoteurs ont quitté la pièce, les lourdes portes vitrées se refermant derrière eux, verrouillant effectivement le parachute doré de mes parents. Les millions d'euros qu'ils avaient escroqués et volés pour sécuriser venaient de s'évaporer. Gaspard s'est affaissé sur sa chaise, une coquille vide et vaincu de l'homme qui était entré 30 minutes plus tôt. Charlotte pleurait ouvertement. La réalité de leur humiliation publique s'installait enfin. Maxime était paralysé. Fixant la table en marbre, l'exécution publique était terminée. Mais alors que je regardais les mains tremblantes de mon père, je savais que la guerre n'était pas tout à fait finie. Ils avaient perdu l'affaire de la Rive, mais la véritable source de leur pouvoir, les secrets les plus profonds qu'ils avaient enterrés pour maintenir leur empire, étaient toujours enfermés dans l'obscurité. La réunion s'est terminée dans un silence lourd et suffocant. J'ai emballé mes documents lentement, ne ressentant aucune joie. Seulement une satisfaction mécanique et sombre. La bataille finale n'allait pas se dérouler sous les lumières fluorescentes d'un gratte-ciel d'entreprise. Elle allait se produire demain matin, dans la voûte souterraine où ma famille croyait encore pouvoir contrôler le passé. La salle de conférence était vide, ne laissant que l'odeur rance des ambitions vaincues et du café froid torréfié. Harriet Dubois a emballé sa mallette en cuir avec des mouvements lents et délibérés. Elle s'est tournée vers Noël et moi, sa voix tombant en un murmure conspirateur qui semblait plus fort qu'un cri. Le codicile physique original est enfermé dans une voûte d'archives sécurisée au dépôt souverain de Rennes, a confirmé Harriet, ajustant ses lunettes à monture métallique. Le protocole de l'institution est absolu. Briser un document testamentaire scellé nécessite la présence physique de l'exécuteur testamentaire désigné,
des fiduciaires actuels et du bénéficiaire spécial. Nous nous réunissons demain matin à 9 heures précises. Je m'attendais à ce que mes parents passent le reste de l'après-midi à se barricader derrière leurs avocats de défense coûteux. Je m'attendais à une contre-manœuvre juridique vicieuse. Au lieu de cela, ils ont tenté une tactique beaucoup plus insidieuse. À 16 heures précises, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait Gaspard Dubois. J'ai répondu, mettant le téléphone en haut-parleur afin que Noël puisse entendre. La voix de mon père était complètement dépouillée du personnage de patriarche arrogant et tonitruant qu'il avait manié comme une arme pendant 3 décennies. Il semblait remarquablement, terrifiantement doux. Nous n'avons pas besoin de nous déchirer en public, a raisonné Gaspard, son ton lisse et soigneusement modulé. J'ai écouté le faible bourdonnement statique de la ligne. L'audace pure de la demande m'a retourné l'estomac. Il me demandait d'ignorer une décennie de détournement de fonds et de fraude pour sauver l'ego de mon frère. Mais au-delà de l'insulte, mon esprit analytique a capté la faille structurelle dans sa négociation. Si mon père croyait sincèrement que le codicile de Harriet était un document obsolète et légalement nul, il nous aurait laissé marcher dans ce dépôt et nous humilier. Il n'offrirait jamais une reddition préventive, à moins que l'alternative ne soit une annihilation totale. Il n'essayait pas de faire un compromis. Il était terrifié. Il essayait d'acheter du temps pour éliminer la menace. J'ai raccroché le téléphone sans dire un seul mot. Noël faisait déjà les 100 pas dans mon suite d'hôtel, ses yeux sombres d'anticipation. Ils vont faire un mouvement physique cette nuit, a prédit Noël, sa voix tendue et urgente. Les gens comme votre père n'acceptent pas la défaite. Ils modifient le champ de bataille. En moins de 2 heures, Noël avait demandé à un juge d'État sympathique. Il avait obtenu une injonction juridique d'urgence, gelant complètement chaque actif, chaque transfert et chaque modification de titre attaché à la fiducie de préservation Mercier pendant les 48 prochaines heures. Mais Noël ne s'est pas arrêté au palais de justice. Il a passé un appel tranquille et non documenté aux responsables de la sécurité du dépôt souverain de Rennes. Il a émis un avertissement strict selon lequel la boîte d'archives de la famille Dubois faisait l'objet d'un litige civil volatile et présentait un risque extrêmement élevé de falsification nocturne non autorisée. L'anticipation a rendu le sommeil absolument impossible. Je me suis assise près de la fenêtre de ma suite, regardant les lampadaires vaciller à travers le couvert épais de chêne à l'extérieur. La ville ressemblait à un prédateur massif, retenant son souffle dans l'obscurité. À 2h30 du matin, mon téléphone a vibré violemment sur la table de nuit. L'identification de l'appelant affichait Delphine Royer. J'ai répondu immédiatement. Aveline, ma cousine a chuchoté frénétiquement, sa voix tremblant si fort que j'avais du mal à la comprendre. Je rentrais d'un quart de travail tardif à l'hôpital. Je viens de passer le district du dépôt au centre-ville. J'ai vu la voiture de ton père. Lui et Maxime étaient garés à un demi-mètre de l'entrée de la banque privée. Ils étaient juste assis là dans le noir, moteur éteint. L'image de mon père et de mon frère rôdant dans l'ombre devant une banque a envoyé un frisson violent dans ma colonne vertébrale. Les grands hommes du bois intouchables, les piliers de la société de Rennes, réduits à rôder dans les rues au milieu de la nuit pour voler la lettre d'une femme morte. Ils étaient prêts à commettre un cambriolage criminel pour m'empêcher de lire les derniers mots de ma grand-mère. L'air matinal était épais, suffocant et lourd de pluie imminente lorsque nous sommes arrivés au dépôt à 9h moins le quart. Le bâtiment était une forteresse imposante de pierres grises, de laiton poli et de verre par balles. Nous nous sommes rassemblés dans le hall caverneux et silencieux. Gaspard et Charlotte sont arrivés quelques minutes plus tard. Maxime marchait à quelques pas derrière eux. Son visage était pâle et tiré, ses yeux lançant nerveusement vers les caméras de sécurité montées dans les coins du plafond. Un homme grand en costume sur mesure s'est approché de notre groupe. Il s'est présenté comme le responsable principal de la voûte. Avant de nous conduire vers l'ascenseur souterrain, il s'est arrêté et a regardé directement mon père avec un regard de pur dédain professionnel. « Monsieur Dubois », a dit le responsable avec douceur, sa voix portant parfaitement à travers le marbre silencieux du hall. Je me sens légalement obligé de vous informer que notre système de sécurité automatisé a signalé une demande d'accès biométrique refusée à votre secteur de voûte familiale à environ 3h15 ce matin. Conformément à l'ordre judiciaire d'urgence déposé par Monsieur Leclerc hier soir, le secteur a été placé sous confinement administratif total. Le silence qui a suivi était douloureusement dense. La mâchoire de Gaspard se serra si fort que je pensais que l'os pourrait se fracturer. Maxime recula physiquement comme s'il espérait se fondre dans les piliers de marbre.
Ils avaient réellement essayé de forcer l'entrée. Ils avaient essayé de détruire le codicille avant le lever du soleil, et les lourdes portes en acier les avaient rejetées. Nous sommes descendus au sous-sol dans un silence absolu et suffocant. Le couloir de la voûte était un long couloir stérile bordé de portes en acier lourdes et éclairé par des lumières fluorescentes dures. Caroline avait maintenu sa façade de mère peinée et incomprise pendant tout le trajet en ascenseur, essuyant constamment ses yeux secs avec un mouchoir en papier. Mais lorsque nous nous sommes finalement arrêtés devant la voûte de la succession Mercier, la performance a brusquement pris fin. Stampé directement sur la couture de la lourde porte métallique se trouvait un sceau légal rouge vif anti-effraction appliqué par le tribunal d'État. Caroline a fixé le ruban rouge. Sa respiration s'est bloquée, se transformant en une panique rapide et superficielle qui a drainé la couleur de son visage. Elle a tendu la main, ses doigts tremblant violemment, planant à quelques pouces du sceau, mais terrifiée de le toucher réellement. Pour la première fois en 34 ans, ma mère regardait une porte qu'elle ne pouvait ni manipuler, ni soudoyer, ni faire céder par chantage émotionnel. La réalisation qu'elle avait complètement perdu le contrôle l'a frappée si fort que ses genoux ont visiblement fléchi. Le responsable de la voûte s'est avancé, insérant une longue clé en laiton complexe dans la serrure principale. Harriet Dubois s'est avancée à côté de lui avec la clé de co-exécuteur secondaire. Je suis resté parfaitement immobile, l'air froid de la voûte souterraine mordant à travers mon blazer. Derrière cette porte en acier se trouvait la dernière pièce du puzzle, le verdict final sur l'héritage de ma grand-mère. J'ai regardé le responsable tourner la clé, entendant le lourd pêne dormant interne se mettre en place avec un claquement métallique définitif. Je savais que dans quelques minutes, les lourdes charnières métalliques s'ouvriraient. Soit je récupérerais la vérité absolue de mon passé, soit je serais témoin de la trahison finale et irréversible des personnes censées me protéger. Les lourdes charnières en acier ont gémi dans le silence stérile de la pièce souterraine. Le responsable de la voûte s'est reculé, tirant une grande boîte métallique lourde de l'étagère désignée pour la succession du bois. Alors qu'il la posait sur la table d'inspection en acier inoxydable sous les lumières fluorescentes dures, le souffle m'a coupé dans la gorge. La boîte n'était pas immaculée. De profondes rayures métalliques dentelées marquaient violemment la zone entourant le mécanisme de verrouillage principal. Quelqu'un avait utilisé un outil désespéré et agressif sur le métal, essayant de la forcer. Le responsable de la voûte a immédiatement tapoté l'écran de sa tablette de sécurité. Il a fait apparaître les séquences de surveillance haute définition de 3h15 du matin. La vidéo numérique jouait en résolution cristalline, montrant Gaspard et Maxime Dubois se tenant devant le portail de sécurité secondaire. Ils transpiraient, paniquaient, et essayaient agressivement de forcer le panneau d'accès avant que le scanner biométrique ne les verrouille définitivement. Malgré les preuves vidéo irréfutables jouant juste devant lui, mon père a maintenu une posture rigide et délirante. Lorsqu'Harriet Dubois a déverrouillé la boîte rayée et en a sorti une enveloppe Havane standard, non scellée, Gaspard a même laissé échapper un court souffle arrogant. Il pensait que ses effractions nocturnes avaient fonctionné. Il pensait qu'il avait gagné. Harriet a contourné la boîte métallique. Elle a sorti une enveloppe immaculée de sa propre mallette en cuir hautement sécurisée. Elle était lourdement scellée avec le sceau de cire rouge épais et intact de son cabinet d'avocat. Briser le sceau de cire a sonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une épaisse pile de parchemins, une clé en fer lourde, un disque de stockage numérique et un acte de propriété original. Noël s'est penché, a examiné l'acte et a levé les yeux avec un sourire de prédateur. Ceci est l'acte de la bande ferroviaire commerciale, a annoncé Noël, sa voix vibrant d'un triomphe absolu. La bande exacte dont les promoteurs de la rive ont désespérément besoin pour connecter leur centre logistique. Sans cet acte spécifique, tout leur projet d'1 milliard d'euros n'est que de la terre inutile, et cet acte est intitulé exclusivement sous le bénéficiaire spécial. Harriet a branché le disque numérique sur sa tablette portable. L'écran a vacillé et soudain, ma grand-mère était assise dans la pièce avec nous. La qualité vidéo était ancienne, mais Jeanne Mercier-Dubois regardait directement la caméra avec l'intelligence vive et implacable dont je me souvenais si bien de mon enfance. Gaspard. Charlotte. La voix enregistrée de Jeanne a parlé, dépouillant le silence lourd de la voûte. Si vous entendez ceci, cela signifie que vous avez laissé votre avidité éclipser votre devoir envers cette famille. J'ai toujours su que les propriétés de la rive exploseraient en valeur. Je savais aussi que vous verriez Aveline non pas comme une fille avec qui partager cette prospérité, mais comme un obstacle à éliminer. Jeanne a détaillé la sauvegarde ultime. La clause était en fer.
s'il y avait jamais une preuve documentée que les fiduciaires gestionnaires ont tenté de contraindre, d'intimider ou d'escroquer le bénéficiaire spécial de son héritage légitime, leur statut fiduciaire serait immédiatement et définitivement révoqué. Le contrôle total de la fiducie de préservation Mercier, y compris l'acte ferroviaire, me serait immédiatement transféré. Noël s'est avancé pour porter le coup final et létal. Il n'a pas crié. Il a simplement placé les preuves sur la table en acier, pièce par pièce. Il a posé l'enregistreur audio numérique contenant l'extorsion de la salle à manger de la ferme. Il a étalé la copie imprimée de l'email incriminant et paniqué de Maxime. Il a étalé la trace comptable médico-légale de la société à responsabilité limitée du bassin de la Rouque. Et finalement, il a pointé vers la tablette du responsable de la voûte, qui affichait toujours mon père tentant de cambrioler la banque. Le seuil légal est définitivement atteint, a déclaré Noël avec une finalité absolue et écrasante. Charlotte s'est complètement effondrée. La matriarche aristocratique Polly s'est dissoute en un instant. Elle est tombée à genoux sur le sol froid en béton, ses mains manucurées agrippant désespérément l'ourlet de ma jupe. Les larmes ont ruiné son maquillage parfait, sa poitrine haletante de sanglots terrifiés. « S'il vous plaît, Aveline » a-t-elle pleuré. Un son pathétique et angoissant qui rebondissait sur les murs en acier. « Ne faites pas ça. Ne détruisez pas notre famille. Nous pouvons arranger ça. Vous avez besoin de nous. S'il vous plaît. » J'ai regardé la femme qui avait passé 34 ans à me faire sentir complètement inadéquate, indigne d'amour et redevable. Je n'ai ressenti aucune chaleur, mais je n'ai pas non plus ressenti de rage. L'emprise émotionnelle qu'elle avait sur moi était entièrement partie. « Je ne détruis pas la famille, maman », ai-je dit, ma voix complètement stable et froide. Cette famille a pris fin il y a bien longtemps. Aujourd'hui, c'est simplement le jour où les papiers ont finalement rattrapé la réalité. L'exécution fut rapide et absolue. Là, dans la voûte, Gaspard et Charlotte ont été officiellement démis de leurs fonctions dans les heures qui ont suivi, en attendant un audit médico-légal fédéral massif. Le financement discrétionnaire de Maxime a été instantanément terminé. Sans l'argent de la fiducie volée pour soutenir son entreprise défaillante, son projet d'hôtel-boutique s'est effondré avant midi. Ses investisseurs privés se sont retirés dès que la nouvelle des actifs gelés a circulé. Chaque transaction passée qu'ils avaient autorisée a été bloquée pour un examen juridique sévère. Pendant qu'Ariette finalisait les documents de transfert, j'ai ouvert la lettre écrite à la main que ma grand-mère avait laissée spécifiquement pour moi. Son écriture cursive était élégante et délibérée. Elle écrivait qu'elle m'avait donné le pouvoir sur la succession non seulement pour protéger le terrain physique, mais pour protéger mon âme. La chose la plus précieuse qu'elle puisse jamais me laisser n'était pas les 20 millions d'euros de la vente de mon entreprise, ou l'acte massif de la rive. C'était le pouvoir absolu et indéniable de ne jamais avoir à s'agenouiller devant des personnes qui ne m'aimaient que lorsqu'elles pouvaient m'utiliser. J'ai pris mes décisions avant même de quitter le bâtiment. Je conserverai la bourse professionnelle Jeanne Mercier, retirant entièrement la société écran frauduleuse et la transformant en une fondation légitime et transparente pour les jeunes entrepreneurs à Rennes. Je restructurerai la fiducie, purgeant chaque trace de l'influence de mes parents. Et j'utiliserai l'acte ferroviaire pour convoquer à nouveau les promoteurs à la table, renégociant l'acquisition de la rive entièrement selon mes propres termes. Pour la toute première fois dans l'histoire de la famille Dubois, absolument personne n'allait parler pour moi. J'ai quitté le dépôt souverain de Rennes avec Noël à mes côtés. Les lourds nuages d'orage oppressants du matin avaient finalement cédé. Le soleil brillant et aveuglant de la Bretagne se déversait sur les marches de pierre blanche de la banque, réchauffant ma peau. J'ai tendu la main dans la poche de mon blazer et j'ai enveloppé mes doigts autour de la lourde clé en fer de ma grand-mère. Il y a seulement 2 jours, je me suis assise dans un bureau en hauteur et j'ai passé un appel téléphonique, prétendant avoir perdu 20 millions d'euros au milieu de la nuit. Mais debout sous la lumière éclatante du soleil, j'ai réalisé la vérité absolue. Je n'avais rien perdu cette nuit-là. J'avais gagné ma voix, récupéré mon passé, et j'avais finalement gagné le droit de m'éloigner complètement des ruines toxiques que d'autres appelaient une famille.